Mesdames et messieurs, merci de suivre notre émission. C'est un grand honneur de vous retrouver. Nous essayons de lire des informations, même quand on est en train de travailler, il est important de le faire. Je reçois aujourd'hui deux professeurs, comme l'autre fois d'ailleurs, les professeurs qui nous ont beaucoup enseigné, qui nous ont beaucoup appris, nous ont fait un grand plaisir. On avait parlé de l'économie la fois passée, de la gestion d'ailleurs de l'État. Aujourd'hui, nous revenons sur la question des banques, sur la question des crédits, comment faire pour, je veux dire, sponsoriser le travail des jeunes Congolais, comment faire pour compétir avec les autres. Et ils nous font l'honneur, le professeur Freddy Moutatai Moubengaï, il est professeur des universités en sciences de gestion et spécialiste en comptabilité et audit. Le professeur Ilunga Bakajika, professeur des universités en sciences de gestion et spécialiste en gestion financière. On en parle avec eux. Bonjour professeur. Bonjour, Alors, Monsieur Christian. Je rappelle que nous vous recevons ici comme des scientifiques, pas comme des politiciens appartenant à un parti politique, mais plutôt comme des scientifiques qui réfléchissent indépendamment et qui apportent la lumière lorsqu'on en a vraiment besoin. Alors, professeur Freddy, d'abord, on va faire un état des lieux sur nos banques. Parce que l'autre fois, vous nous avez fait des révélations qui nous ont troublés, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de banques congolaises. Et que nous, on pensait qu'on avait tellement de banques qu'on pouvait les citer. D'abord, l'état des lieux sur nos banques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Depuis 1960, est-ce qu'on avait eu des banques? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'ait plus de banques? Et quelle est la situation actuelle? Merci beaucoup, Christian. Depuis que notre pays a accédé à l'indépendance en 1960, l'économie congolaise, les Belges l'ont laissée très stable, à telle enseigne que je peux me permettre de dire qu'on avait la monnaie la plus forte du monde. Ok. Les banques sont assises sur les tissus économiques. Sans économie, sans banque. Parce que une banque ne peut s'installer que là où les agents économiques peuvent effectuer les dépôts. Et comme vous savez, une banque, c'est... Je dois d'abord définir ça, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est une banque. Alors, dites-nous. Une banque de dépôt, c'est une institution d'abord financière qui fait l'intermédiation entre les agents économiques à épargne positive et ceux à épargne négative. C'est-à-dire, les agents économiques dont les revenus est supérieur à la consommation, l'excédent est déposé dans leur compte bancaire sous forme de dépôt, quels que soient les types de dépôts, sous forme de dépôt. Et les banques prennent ces dépôts-là, octroient des crédits aux agents économiques à épargne négative, c'est-à-dire qui n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir investir. Donc la banque ne vit que des dépôts et des crédits. Alors, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, les tissus économiques congolais s'est dégradé presque chaque année. Et surtout avec la zaïrianisation et tout ce qui ont suivi comme conséquence, l'économie est actuellement par terre. Laissez-moi même vous dire que la ville de Kinshasa est dirigée par les expatriés. Parce que nous, en économie, on dit c'est le pouvoir monétaire qui dirige un pays. Les Congolais n'ont rien. Rien, je dis bien rien, n'ont aucune banque. Il n'y a aucune banque qui existe. À titre d'exemple, aller à la Fédération des entreprises du Congo, où j'ai été formateur plusieurs fois, vous remarquerez que les grands cotisants ne sont que des expatriés. Ce qui fait que les expatriés ont dominé les Congolais sur le plan économique. Cela signifie que ne soyez pas étonnés. Bon, heureusement, maintenant, nous avons Fachi qui se bat. Il se bat pour redresser les pays. Parce que pour avoir une banque, il faut d'abord avoir l'économie, il faut avoir un pays. Un pays, c'est l'ensemble des tests, des dispositions légales, des principes qui sont au-dessus de tout le monde. Or, pendant plusieurs années, nous avons été dans une forêt, comme je l'avais dit l'autre fois. C'est-à-dire, il y a des individus, des personnes qui sont au-dessus de la loi. Vous vous imaginez dans un pays où les gens se promènent avec les cartes de crédit sur les comptes du trésor. Ah, c'est quand même grave.
C'est quand même très grave. Mais alors, Oui, je reviens vers vous, prof Freddy. Alors, prof Alphonse, la même question. Quel est l'état des lieux que vous faites de nos banques, de la situation, de la vie bancaire au Congo, si vous voulez? De toute façon, c'est une situation catastrophique. Sincèrement, je vous le dis, la situation en termes de banque en RDC, elle est catastrophique. Puisque si je dois remonter à la genèse, prenez d'abord étape où l'époque post-coloniale. Non, oui. Non, non, antécoloniale, avant la colonisation. Nous avons eu la création de BCDC en 1909. Mais cette banque, ce n'est pas une banque congolaise. C'est une banque de famille Malta Forest. Donc vous voyez que les capitales d'abord investissent, c'est un capital étranger. Quand nous quittons de là, nous arrivons à l'époque coloniale. L'économie, c'est tel que vient de le dire mon estimé et éminent professeur Moutatai. C'était toujours les Belges qui étaient là, à la commande. Ils ont laissé quand même l'économie un peu florissante, puisqu'on s'adonnait à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche. Et puis tout cela, la production ne faisait que soutenir l'économie. Mais quand nous quittons cette étape-là, nous arrivons maintenant à l'époque de la zérianisation, c'est-à-dire on a dépossédé ces étrangers-là qui possédaient les capitaux de leurs biens. Les natifs ou les Congolais ou les Aïrois à l'époque ont pris la commande. Mais malheureusement, ils ne savaient pas les tenants et les aboutissants, comment gérer une économie. Quelqu'un qui se réveille le matin et on s'est dit tu deviens responsable de telle entreprise ou de telle banque, il s'est dit je deviens patron. Au lieu d'aller travailler, non, il se réveille le matin, il est là en train de contempler les enfants, les femmes à la maison. Il est en train de consommer ce qui était déjà investi. Conséquence, on s'est retrouvé avec les entreprises en faillite. Quand vous prenez maintenant l'époque de la République démocratique du Congo, nous avons déjà depuis 2000, si nous prenons 2001, 2010, 2004, où il y a eu une floraison de création de banques. Vous allez voir que nous avons les banques BOA. Ce n'est pas les capitales congolais. Vous prenez la banque Raobank. Ce n'est pas, c'est la famille Raoudi. Vous voyez, ce sont les Indiens. Ce n'est pas les capitales congolais. Ce sont des banques détenues par les étrangers. Mais quels sont ces Congolais qui ont le pouvoir de créer une banque? Il n'y en a pas. C'est pourquoi moi je voudrais même vous poser la question, parce que avec vous, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des banques? Est-ce des lois ou de l'argent? Non. Il y a d'abord les cadres légaux. Les cadres légaux, je prends d'abord, on a fixé d'abord la loi, je crois, la loi numéro 03 du 03 du 2 février 2003. C'est cette loi-là qui définit les conditions pour création d'une banque. Mais vous allez voir vous-même qu'au-delà de cette loi, il y a des définitions ou des justifications. Il faut justifier d'un capital de 50 millions. Seulement. 50 millions de dollars pour créer une banque. De deux, il ne faut jamais être condamné pour la création d'une banque. Si vous aspirez à créer une banque, vous, c'est-à-dire les actionnaires, vous ne devez jamais être condamné, que ce soit à l'interne tout comme à l'étranger, à une peine supérieure ou à 3 mois. Non, inférieur plus ou moins 3 mois. Non, vous ne devez pas être condamné. De 3, vous devez avoir votre lettre de demande d'agrément que vous allez adresser au gouverneur, je crois, de la Banque centrale. Et puis, il y a la résolution de l'Assemblée générale constitutive de votre banque que vous devez introduire. Et puis, vous avez aussi preuve de libération de ce capital-là. Vous devez apporter des preuves. Et puis, il y a la liste de tous les actionnaires. Ça, c'est ce qui vous donne au moins les cadres, qui définit les cadres légaux pour la constitution d'une banque. Mais vous allez voir que toutes les banques commerciales qui évoluent actuellement, ce sont les banques dont les capitaux investis, ce sont des capitaux étrangers. Ce qui fait que les Congolais n'ont rien à voir avec ces banques. Ce qui fait que même quand vous allez dans cette banque pour solliciter un crédit, il y a des préalables. Des fois, on vous accorde un crédit, mais à un taux très élevé. Tandis que quand un étranger y va pour solliciter le même crédit, il bénéficie de ce crédit à un taux un peu réduit. C'est ça le grand problème que nous avons. Alors, professeur Moutatai, la même question sur les banques. Qu'est-ce qu'il faut? Des lois ou de l'argent? Si c'est l'argent, il vient d'où cet argent? La population locale ou les étrangers? Oui, mon cher ami Christian, pour compléter le conseil Lunga, il faut réellement aussi des dispositions légales. Il faut évidemment aussi les fonds. Il faut aussi une économie.
je me justifie. La loi bancaire que nous avons, celle qui régit actuellement toutes les banques de dépôt que nous avons ici, et date de 2002. Oui. Nous sommes maintenant en 2022. 22. Or, l'économie n'est pas statique, l'économie est dynamique. L'autre fois, je vous ai dit que ce qui ne va pas dans ce pays, c'est parce qu'il faut des réformes. Il faut faire des réformes. Parce que cette loi, quand vous la lisez, ne protège pas les Congolais. Elle ne protège que les banques. Ok. Elle protège que les banques. Même les dépôts, que ce soit les dépôts à terme ou à vue ou à terme avec préavis, que les Congolais déposent au sein des banques, ces dépôts ne sont pas protégés. Vous savez qu'il y a des gens, depuis NBK, Nouvelle Banque de Kinshasa, peut-être que vous n'étiez pas encore né, qui est tombé en faillite, qui n'ont jamais été remboursés. Nous avions Union Zaïroise des banques, oui, il y a BIC aussi. Il y a Kindo, mais c'est Kindo, excusez-moi de citer son nom, avec sa banque. Pourquoi mais vous savez pourquoi toutes ces banques... Il y a la BIAC aussi. Oui. BIAC, pardon, c'est parce que ces banques, donc les dépositaires des fonds congolais ne sont pas protégés. La BIAC qui est presque en liquidation, les dépositaires ne sont pas protégés. En France, en Belgique, on parle de ce qu'on appelle les fonds de garantie des dépôts et la régularisation. C'est-à-dire, lorsque vous déposez les fonds au sein d'une institution financière, ces dépôts doivent être protégés par la loi. Vous imaginez aujourd'hui que lorsqu'une banque tombe en faillite, pour récupérer les dépôts déposés, c'est tout un problème. Qu'est-ce que la loi dit? La loi ne fait absolument rien. Alors, donc, nous avons failli. Nous avons failli. Dans le cadre légal. Oui. Mais maintenant, en termes d'argent, comment on fait? Est-ce que c'est les Congolais ou les étrangers? Ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Telles que les conditions, telles que le profil, on les a énumérées. Il faut respecter ces conditions-là. Mais je ne suis pas le partisan, tous les partisans du capital. Le capital, 50 millions. On peut s'entendre ici. Les Congolais ont beaucoup d'argent, vous savez. Ils peuvent se mettre ensemble, avoir 50 millions. Mais ce n'est pas tout. Mais cette banque va vivre de quoi? Les banques vivent des dépôts et des crédits. Et pour que les dépôts soient effectués dans ces banques-là, il faut que vous ayez des entreprises qui vont déposer les fonds là-bas. Vous imaginez chez nous, même les entreprises du portefeuille effectuent les dépôts. Dernièrement, excusez-moi, j'ai vu un compte pour le soutien à nos FARDC ouvert chez EcoBank. Je ne suis rien, je ne suis pas contre EcoBank. Mais ça, c'est une faiblesse. On aurait dû ouvrir ça dans une banque congolaise. Mais parce que vous n'en avez pas. C'est ça les dilemmes. Oui, on aurait dû ouvrir ça, soit à la Banque centrale. Bien qu'à la Banque centrale, les agents économiques, ce n'est pas n'importe qui a un compte, mais vous pouvez créer un mécanisme. Quand vous mettez ça dans une banque commerciale, mais c'est cette banque qui en gagne. Elle prend cet argent, elle octroie des crédits, et c'est elle qui gagne. Et l'État congolais va gagner quoi? Est-ce que la paye des enseignants ou la paye des agents par nos banques voilà, que nous avons ici, est-ce que ça favorise ces banques-là au lieu de... Si on avait une banque nationale, ça pouvait nous aider à payer nos agents là-bas. Si nous avions une banque dont les capitaux sont congolais, j'ose croire, Christian, dans d'autres pays, il y a beaucoup de problèmes. Allez dans d'autres pays, vous ne verrez jamais l'État traiter avec des entreprises étrangères. Jamais, jamais. Que ce soit au Cameroun, au Gabon, partout. On favorise d'abord l'économie nationale. Mais nous n'en avons pas. Mais ce sont les lois qui font que nous ne puissions pas avoir de banque. La loi, avec beaucoup de respect que j'ai à la gouvernance de la Banque centrale, cette loi doit être revue, la loi bancaire. La loi qui régit les banques de dépôt que nous avons. Dans ce sens, à quelle disposition? La garantie pour les dépôts des agents économiques à épargne positive. Vous imaginez aujourd'hui, si une banque tombe en faillite, si vous avez 50 000 $, je crois que vous n'allez même pas récupérer 50 000 $. Nous avons vécu les problèmes chez BIAC. Toutes les agences étaient entourées des clients. Je me rappelle que même ma belle-mère, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas récupéré la totalité. Donc la Banque centrale, actuellement dirigée par Mme Mbouy Kabedi, pour qui j'ai beaucoup de considération, à cause de son expérience empirique au Fonds monétaire, qui est d'ailleurs même ma mère, je m'excuse de le dire,
Mais cette loi doit être revue. On doit créer un système, un organisme de régulation des dépôts, de protection des dépôts comme ça se fait ailleurs. Est-ce que Les Congolais sont vraiment exploités dans tous les domaines. Alors, parce que le professeur Moutatai parle de l'exploitation des Congolais, est-ce que vous pensez que les Congolais sont, pas discriminés, mais on va dire un peu oubliés par cette loi? Si oui, à quelle mesure? Oui, vous trouvez, j'estime qu'ils sont oubliés, pas totalement oubliés, puisqu'ils sont dans les circuits. Mais le grand problème est que nous avons un État qui sort des situations calamiteuses. Vous comprenez que nous sommes un État post-guerre. Et la guerre continue même jusqu'à aller où nous parlons, on parle de l'agression, ce qui est évident. Mais on doit revoir les dispositions légales, la loi. Vous savez, la loi ici, numéro 03, a beaucoup de faiblesses. C'est elle qui vient de le dire, professeur. Cette loi ne favorise pas les banques à être éligibles au code d'investissement. Ça, c'est un. Il n'y a que les autres secteurs d'économie où les entreprises ont l'accès à l'investissement sur le plan économique. Mais les banques, non. Et puis, de deux, les Congolais doivent faire quoi? Doivent coopérer, doivent se mettre à mutuelle pour créer des banques. Parce que la loi les autorise. Au-delà même des Congolais, l'État congolais d'abord. Parce que les banques sont au cœur de l'économie. Et les banques sont les entreprises par excellence. Ce sont les banques qui financent l'économie d'une nation. Mais imaginez-vous que si vous n'avez pas de banques, comment vous allez financer votre économie? Dans les banques étrangères ne financent jamais l'économie d'un pays. Je vous assure que ces banques étrangères ont des difficultés pour financer notre économie. Quand un Congolais va dans une banque pour solliciter un crédit pour entreprendre une activité, le taux de remboursement, le taux d'intérêt débiteur est très élevé. Tandis que quand un expatrié va dans cette même banque, on lui donne les mêmes crédits au même montant, mais le taux est un peu revu à la baisse. Vous voyez que ça ne favorise pas l'économie, ça ne favorise pas la création de la classe moyenne congolaise. Mais pourquoi on sait ça et on laisse ça faire? C'est ça la faiblesse de l'État. C'est là où nous disons non, on doit revoir cette loi. L'État d'abord, est-ce que l'État manque 50 millions de dollars pour créer une banque? Où est le point que le prof vient de soulever ici? Les encouragements au FARDC, vous logez l'argent dans une banque des étrangers, quand bien même que c'est une banque qui est établie sur le sol congolais. Ça pose problème. Ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales ne gardent pas votre argent pour dire les gens. Non, non. Ce sont les banques. Vous déposez vos dépôts là, font la fortune de ces banques parce qu'elles doivent octroyer des crédits. Elles doivent en tirer des bénéfices sur des intérêts. Mais donc, qui planifie la politique de l'octroi des crédits afin de favoriser une certaine, on va dire, un certain développement ou un certain épanouissement des jeunes, des start-up, ainsi de suite? Qui est à la base de tout ça? En fait, suivant les dispositions de cette loi, toutes les banques de dépôt, je crois 16 ou 17 actuellement, sont supervisées par la Banque centrale, qui est l'autorité de supervision. Des régulations aussi. Et la Banque centrale supervise ces banques à travers les instructions administratives. Ça l'ensemble de la réglementation avec laquelle la Banque centrale supervise le système financier congolais. Mais, Christian, les taux directeurs qu'on appelle les taux de financement, je crois actuellement, je peux me tromper, je suis un homme, il est à 7%. Oui. Mais pourquoi les taux d'intérêt que les banques accordent les crédits aux agents économiques à épargne négative ne peut pas être égal au taux directeur? C'est à combien à peu près? Oui, mais ça c'est 16%, 18%. Jusqu'à 30%. C'est les taux d'intérêt, les taux créditaires que les banques octroient les crédits aux agents économiques est très élevé. Très élevé. Très élevé. C'est ce qui fait que la plupart d'opérateurs économiques, nous avions les Kansebo, nous avions le politicien du bac, c'est comment il s'appelle? Silika, Dokolo? Dokolo, nous avions beaucoup d'opérateurs économiques aujourd'hui. Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Mais c'est parce que le marché est inondé par les étrangers. Or, les étrangers obtiennent les crédits dans des banques étrangères. À des taux très faibles. Et ils viennent investir ici. Donc, on va dire clairement, un Libanais, avant de venir chez vous, il a un crédit en Liban. Non, mais dans une banque libanaise. Il peut avoir un crédit. Il peut avoir un crédit. Il peut avoir un crédit. Rien ne l'empêche. Et quand il vient ici, compétir avec le Congolais, il sera un peu plus favorisé que le Congolais. Il sera plus favorisé que les Congolais.
D'où la disparition de l'économie nationale. Alors, la politique selon laquelle, en fait, c'est une banque l'utilise assez souvent, c'est avec les hypothèques, ainsi de suite. Beaucoup de maisons ont été finalement ravies, des familles ont été appauvries, parce que finalement, elles se sont endettées, elles ont gagé ou hypothéqué la maison, Il y a les mais hypothèques, oui. comme le taux est très élevé et qu'elles n'arrivent pas à payer comme il faut, ben, les maisons sont parties. Mais c'est là où nous disons que l'État congolais doit revoir, on doit assainir le secteur bancaire et financier. On doit assainir ce secteur, on doit mener des réformes profondes pour favoriser les nationaux. Mais dites-moi, quand quelqu'un veut solliciter d'abord un crédit dans une banque, ça signifie qu'il ne possède rien, qu'il n'a rien. Oui. Mais quand il vient, ayant même obtenu ce crédit, mais le taux de remboursement est très élevé. Et quand il attrape les affaires, si le climat ne s'y prête pas, c'est fini. Alors, donc, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment tout un écosystème, en fait. Oui. C'est un environnement assez grave. Quand les choses ne marchent pas. Mais les finances ne fonctionnent pas seulement avec les finances, mais les finances, c'est un domaine très vaste. Il y a les interactions avec les autres secteurs de la vie économique. Il faut qu'il y ait la paix, il faut l'assainissement du climat des affaires pour que vos affaires puissent évoluer et se développer facilement. C'est ce qui fait que les Congolais ont beaucoup de difficultés pour évoluer à cause du taux d'intérêt que tirent les banques tirent sur les... On revient, oui, allez-y. Les banques, lorsqu'elles octroient le crédit aux agents économiques, évidemment, il y a un contrat qui est ici. Mais depuis que nous avons adhéré en 2012 à l'acte uniforme OHADA, le droit OHADA dit, pour hypothéquer une maison, pour qu'une banque accepte une maison, une parcelle, comme hypothèque, il faut que le propriétaire de cette maison-là soit d'abord un commerçant. Deux, il faut que la maison ne soit pas une résidence familiale. Voilà. Les deux conditions-là, les banques doivent les maîtriser. Et ceux qui octroient, ceux qui donnent en hypothèque leur titre immobilier, doivent connaître ces conditions. Mais comme je vous ai dit que la justice, notre justice, a beaucoup de faiblesses, lorsque nous sommes dans un monde où les plus forts dominent, lorsque vous arrivez à la justice, on va chercher à contourner ces deux conditions-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des banques étrangères qui sont venues ici comme des criminels, qui ont ravi beaucoup de maisons. Bien sûr. Je me réserve de citer les noms. Bien sûr, il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de familles qui ont beaucoup de familles. pâtissent. Mais la Banque centrale est là, la Banque centrale ne regarde pas la loi. La justice ne regarde pas la loi. Donc la loi interdit cette pratique-là. Oui. Oui, la loi interdit. La loi interdit la pratique. La pratique d'hypothéquer une maison Résidentielle dont le propriétaire n'est pas commerçant. La loi interdit, les droits interdits sur la télévision. Mais pourquoi ils font ça alors? Mais comment on ne comprend jamais comment la justice accorde ces privilèges-là aux banquiers pour ravir les maisons aux gens qui ont hypothéqué. Or, le rôle d'une banque, ce n'est même pas de hypothéquer une maison là. La banque doit faciliter l'agent économique à qui il a octroyé des crédits de pouvoir le rembourser. Doit l'assister, doit les suivre. C'est ce que les banques ne font pas. Alors, mais professeur, vous avez un mot à ajouter, sinon on passe à une autre question. Oui, vous savez que les banques, ce sont les intermédiaires financiers. L'intermédiaire est là pour jouer les traits d'union entre les détenteurs du capital et ceux qui sont dans les besoins de financement. Mais si la banque doit se donner autant de pouvoir pour commencer à ravir même les hypothèques et laisser des milliers de familles dans la rue, c'est une catastrophe pour l'État. Et vous allez voir par rapport, les gens vont commencer. L'État est allé sur les Cambodge. L'État veille. Qu'est-ce que l'État? L'État doit veiller à cela. C'est la justice qui doit élever la nation. Mais on nous dit que même aux États-Unis ou au Canada, on ravit les parcelles si on. On ne ravit pas n'importe quelle parcelle. Le prophète vient de le dire. Selon les droits WADA, nous sommes membres du WADA pour l'harmonisation du climat des affaires. Ce qui s'est fait sous d'autres cieux, nous sommes dans une zone géographique où on nous parle du droit WADA. Le droit WADA nous dit non pas une maison résidentielle. Ah, il faut que ça soit une maison. Une maison commerciale. D'un commerçant. D'un commerçant. D'abord, il faut être commerçant. Une résidence officielle. Vous habitez avec votre famille. Comme vous habitez, si c'est votre maison. Si on vous ravit ça. Prendre ça en hypothèque. Non.
Et si vous n'êtes pas commerçant, la banque ne peut pas prendre votre maison. Mais comment vous donnez du crédit si vous n'avez pas des hypothèques, si vous n'avez pas des gages? C'est pourquoi je vous dis que la loi doit être revue. Revue. Les gages, la plupart, regardez en Europe, on accorde des crédits sur base de quoi? Base de salaire. C'est sur base de salaire, c'est la principale garantie. Sur base de laquelle on accorde le crédit. On a accordé le crédit aux professeurs. Sur base de quoi? Sur base de salaire. Salaire. Mais là encore, les banques de dépôt exagèrent. Nous, les fonctionnaires, on ne sait pas quand est-ce que l'État paye. Voilà. Mais la banque, dans son programme, les banques, dans leur programme, fixe déjà la date limite. Déjà la date. Si on vous paye après les 25, il y a des pénalités. Il y a des pénalités. Mais pourquoi on va vous pénaliser? Alors que ce n'est pas vous. Ouais, ce n'est pas vous qui vous... C'est pourquoi je vous dis que la Banque centrale doit revoir tout. La Banque centrale laisse les banques de dépôt fixer la politique de crédit. Même les taux, est-ce que les taux est uniforme? Non, les taux de crédit. les taux n'est pas uniforme. Allez dans toutes les banques ici. Les taux n'est pas uniforme. Rabobank, que ce soit BOA, Sofibank, BOA, IBA, Citigroup, Standard Bank, Sofibank. Allez dans toutes les banques. Est-ce que les taux de crédit est identique? Non. Pourquoi les taux n'est pas identique? Les taux ne peuvent pas être identiques. Évidemment, on va me dire que bon, les taux est fixé en fonction des flux transactionnels que vous effectuez avec la banque, en fonction de la taille de votre entreprise. Évidemment, il y a beaucoup de critères. Mais un taux minimum doit être fixé. Et connu de tout le monde. Les taux d'intérêt doivent être uniformisés. Évidemment, les taux auxquels on peut accorder un crédit chez Vodacom, ce n'est pas le même taux auquel on peut m'accorder. Je suis d'accord que les banques vivent de ça. Parce qu'avec Vodacom, les flux transactionnels sont très élevés, les taux doivent être minimisés. Mais il faut qu'il y ait un taux minimum pour les agents économiques non opérateurs. Vous comprenez? Mais expliquez-nous par quel mécanisme on va vous pénaliser alors que ce n'est pas vous qui vous payez. Vous ne vous payez pas vous-même, c'est l'État qui paye. Ça, c'est la question qu'il faut poser à la Banque centrale. Mais pourquoi elle ne fait pas ce show? Elle ne fait pas son travail. Mais c'est pourquoi nous disons que, je vous ai dit que tout doit être revu. Parce que les lois qui régissent actuellement, ce sont les lois liées à la colonisation. Où on ne visait pas les intérêts du peuple. Ce sont les lois liées à la colonisation. Comment vous imaginez, moi, admettons, Christian, vous avez 20 000 $. Vous déposez à la banque pendant 6 mois. Même si c'est un compte à vue. Mais 6 mois après, vous ne trouverez pas 60 millions. 30 000. Vous allez trouver, on a déduit les intérêts, les frais détenus, ainsi de suite. Ça va baisser. Mais vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Parce qu'avec ces fonds-là, la banque a octroyé des crédits économiques et a gagné. Mais maintenant, vous, les dépositaires des fonds, vous avez gagné. Mais est-ce que ça se passe comme ça partout ailleurs ou seulement chez nous? Non, c'est notre loi qui n'est pas la loi. C'est notre loi. Alors, professeur Alphonse, vous avez... Les dépôts doivent être rémunérés et protégés. Oui. Vous savez, quand un fonctionnaire bancarisé sollicite un crédit, il est sûr qu'il sera payé soit du 15 au 20. Mais s'il arriverait jusqu'au 25, il n'est pas payé. Le 26 déjà matin, la banque commence à couper les pénalités. Les pénalités, c'est-à-dire que vous allez payer plus au-delà de mensualité ou de l'annuité qui était convenue, vous allez encore ajouter plus d'autres pénalités. Mais pourquoi ça sera... Moi, je me pose la question. Pourquoi c'est à vous de payer alors que vous, ce n'est pas vous qui vous payez? C'est l'employé qui devait envoyer les salaires bien avant. Oui. La faiblesse. Est-ce que cette bancarisation avait été réfléchie avant de la mettre en place? Bon, là, il faudrait voir ceux qui ont initié ces projets et des avantages et des inconvénients. Oui, les avantages, on connaît. Mais est-ce qu'il a été réfléchi avant? Parce que là, je ne pense pas que si c'était réfléchi avant, vous ne seriez pas pénalisé. Je ne crois pas que c'était bien réfléchi. Parce que pour avoir un compte bancaire, il faut avoir un minimum d'un plafond que vous avez chaque mois. Quelqu'un qui a par exemple 500 000 francs, qu'est-ce que ça représente en $200? Pourquoi ça doit aller par la banque? C'est bien, il y a des avantages, je ne contredis pas. Il y a des avantages. Mais les banques tirent plus que les titulaires des comptes. Oui. Ce sont les banques toujours qui en bénéficient. Je vous dis que le système bancaire congolais exploite le peuple congolais. Alors une question... Oui, allez-y. Oui. Pour corroborer son idée, vous savez que quand il y a paye chaque mois, il y a la messagerie. Un seul message que vous allez pour vous avertir que votre salaire est passé est taxé à la hauteur de plus ou moins $1, $1,50 dans une banque. Mais je vous, quand vous achetez vous-même du crédit ici sans unité,
vous avez combien de Il y messages? a beaucoup de messages. Beaucoup de le message, c'est messages. à 5 cents, quelque chose comme ça. Voilà. Mais pour un agent qui est bancarisé, il le paye pour un seul message qu'il a reçu. De moins de $1, il paye plus $1. Mais comptez maintenant le nombre de... Le nombre de de comptes. bancarisés. Et les frais de tenue de compte, c'est combien? Et tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Faut chaque faire banque fait l'évaluation. ce qu'il veut. C'est tout. Alors, la question qu'on pose encore, pourquoi il y a beaucoup de gens, les 30, le 29, pourquoi tous ces gens, je vois des parents souffrir Voilà. du matin au soir, ça s'explique comment? Oh, Christian, c'est pourquoi je vous ai dit, excusez-moi de parler un peu en dehors du sujet. Ouais. Là, je voudrais m'adresser à mon ami que j'aime bien, Jules Alinguete, l'inspection générale des finances. Quand à la date de la paie, les banques sont pleines, ça signifie quoi? Ça signifie que les gens n'ont pas de revenus, Oui. n'ont pas d'épargne, n'ont pas un L'économie ne pouvoir marche pas. d'achat. C'est ça. Les gens vivent du jour Au jour. Or, s'il y avait une bonne gouvernance, Jules Alinguete doit quitter les contrôles qui est permanent. Les contrôles, là, c'est bon. Mais maintenant, l'inspection générale des finances, je ne sais pas ce que la loi prévoit, doit contrôler l'utilisation de recettes réalisées par les entreprises du portefeuille et par les services publics. Pour qu'il y ait une répartition équitable Équitable. de la richesse nationale. Vous imaginez, monsieur Christian, moi je suis professeur des universités. Je vous donne cours, ok? Vous terminez licencié, vous allez à la banque centrale, vous touchez plus que moi. Vous allez à l'inspection générale, vous touchez plus que moi. Partout où vous pouvez aller, vous touchez plus que moi. La répartition N'est pas équitable. n'est pas équitable. très- C'est c'est ça très- la lutte que le gouvernement doit maintenant C'est engager. très embêtant et frustrant même. Oui, le gouvernement doit tout réformer. Tout réformer. Parce que toutes les lois qui nous disent, allez même dans les entreprises du portefeuille, un PDG, il est logé, il est véhiculé, on achète pour lui le carburant, Même son la téléphone. communication, mais tout. Tout, hein? Mais c'est les mieux payés. Ben, bien sûr. Comment vous trouvez des choses comme ça? C'est dans quel pays on peut trouver des choses comme ça? Tout le monde ne peut pas avoir le même salaire, ce qui est Non, normal. oui. Mais que celui qui est à la dernière catégorie puisse aussi vivre avec son salaire. Le minimum. Le minimum Voilà. pour pouvoir vivre. Tous ceux qui nous dirigent là, ils peuvent vivre avec $1000. Ils peuvent vivre avec $1500 Non. qu'ils donnent aux professeurs d'université Non. qui les enseignent. Je viens d'un centre médical. Là. J'ai trouvé des médecins congolais. Je lui dis, mais vous critiquez l'enseignement supérieur congolais. Est-ce que vous avez étudié en Europe? Oh non, prof, nous étudions bien. Mais vous faites notre fierté. Est-ce que ceux qui nous dirigent connaissent l'importance de la formation? C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis que le gouvernement doit s'asseoir avec le ministère du Travail, le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique, Économie. économie et tout ça, recadrer la Commission nationale du travail, fixer un salaire qu'il faut répartir les salaires. Regardez, aller au budget, aller aux finances, les primes qu'ils ont, c'est plus même que nos salaires. Ils ont des primes faramineuses. Les D6, les gradués, ils ont des primes fabuleuses. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas en bénéficier? Allez dans d'autres ministères comme le ministère du Travail. Il y a des ministères qui ne valent absolument rien, qui n'ont pas de primes. Mais pourquoi cette inégalité? Cette injustice, Cette injustice. une politique de 2 poids 2 mesures. Alors que nous sommes dans un nouveau régime dirigé par les Congolais, maintenant les choses doivent être reformulées autrement. Est-ce que vous pensez la même chose? Mais pourquoi pas? Moi, j'ai toujours dit, je lance toujours un appel vibrant aux dirigeants, en commençant par le président de la République. Il doit s'engager, parce qu'il est en train d'envisager 2023, cap vers 2023. Mais cap vers 2023, avec quel type de réforme? Il prend la philosophie selon laquelle le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est placer le peuple au centre de toute activité, de tout intérêt. Si la RDC n'a pas de banque congolaise, ça ne sert à rien. Le président doit tout faire, avec le premier ministre, chef du gouvernement, ils doivent tout faire pour qu'il y ait création de banques purement congolaises. Est-ce que ces banques qui doivent être créées à Kin, à Lubumbashi? Non, quand on crée une banque, c'est une banque nationale. Nationale. Nous avons une banque commerciale qui doit avoir des succursales, partout. presque un peu partout dans toutes les provinces. C'est quoi la différence avec une banque agricole, par exemple? Banque agricole, c'est pour financer les opérations d'agriculture. Seulement. Et nous avons les banques. Oui, les banques sont classifiées. Ok. Nous avons les banques
les banques, nous parlons maintenant des banques de dépôt. Ça sont les banques du second rang. Nous avons les banques municipalistes. Nous avons les banques spécialisées. Même toutes ces entreprises d'assurance que vous voyez sont des banques. Vous savez ça. Ce sont les sociétés commerciales. La SONA, c'est une banque. C'est une banque pour l'État. Et ce sont des centres d'incubation par excellence. À partir, les fonds qu'elles réalisent vont où? Le FPI est une banque. Mais c'est une banque, c'est une institution financière. C'est une institution financière spécialisée. C'est une institution financière. L'État doit veiller sur le fonctionnement de ces banques. Mais à la différence qu'elles ne sont pas classifiées dans les banques commerciales, parce que les banques commerciales octroient des crédits et tirent des intérêts. Non, ça veut dire qu'elles ne sont pas des établissements de crédit. C'est uniquement cela. Mais ce sont des banques pour l'État congolais. Et l'État doit veiller minutieusement. Il ne faudrait plus que, quand on parle de banques, il y a une catégorie de gens privilégiés qui doivent aller bénéficier de tels crédits de financement ou de l'industrialisation. Très souvent, on ne voit que des politiciens. Vous, comme professeur d'université, vous pouvez aller, oui, j'ai un projet de recherche, je voudrais aller mener une recherche peut-être au Sri Lanka, peut-être en Ukraine ou quelque part là. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche. Or, c'est la recherche qui élève une nation. On va vous dire qu'il n'y a rien. Mais quand un politicien a besoin d'argent, il s'adresse vite dans une banque, on lui octroie vite ses crédits. Que ce soit les banques spécialisées, que ce soit les banques de développement, que ce soit nos banques commerciales. Il a la facilité parce qu'il a le pouvoir politique. Alors, et là, je voudrais, avec votre autorisation, oui, allez-y. un élément. Pour créer une banque, malgré en dehors du respect des tests légaux et tout ça, mais une banque doit être installée là où il y a une activité économique. Parce que la banque vit des dépôts que les clients déposent. S'il n'y a pas d'activité économique, la banque ne peut ne fera rien. Aussi. La banque ne peut pas s'installer là où il n'y a rien. Donc, impérativement, il faut une activité économique. Alors, il faut relancer donc, l'économie. la question, c'est comment relancer l'économie. Il faut relancer l'économie. Alors, quels sont les secteurs porteurs de croissance, mais alors de façon rapide? Rapide, l'agriculture. Comment le faire? L'agriculture. Vous imaginez, quitter ici jusqu'à Matadi ou jusqu'à Mwanda. Mais c'est vide. Ben, on dit que les gens... Mais le ministre de l'Agriculture, on ne peut même pas créer en dehors du service national. De la présidence. Vous voyez le service national là. Si on doit implanter ça dans chaque territoire, dans chaque province, est-ce qu'on aurait un problème d'alimentation? Est-ce que ça vous gêne que nous puissions importer la tomate, que nous puissions importer... Mais c'est pour cela qu'il vous dit non, c'est une honte avoir, je ne sais pas, 80 000 hectares de terres arables, tout ça, et on importe les tomates. Alors, professeur, donnez-nous un schéma qu'il faut, et puis le professeur Alphonse va nous donner aussi, par quel est les... Vous dites l'agriculture, mais on peut commencer comment? Avec quel fonds? Une petite simulation. Comment on fait? L'agriculture, c'est un investissement d'abord à long terme. Vous voyez tous ceux qui vont à Bateke là, ils échouent pourquoi? Ils n'ont pas de moyens. L'agriculture, il faut attendre la rentabilité après quelques années. Ça demande assez de moyens financiers. Et ça, ce n'est que l'État qui est le promoteur principal qui doit financer. Donc ce n'est pas avec vos 2 hectares, 3 hectares que vous allez réussir. Et d'ailleurs, quand on produit en comptabilité agricole, ce que vous semez, vous ne savez pas quelle est la quantité que vous allez récolter. Non. C'est une des difficultés de la comptabilité agricole. Vous pouvez acheter les arachides, je ne sais pas, 5 tonnes. Vous plantez 5 tonnes, vous avez 2 tonnes. 2 tonnes, parfois rien aussi. Regardez ailleurs les plantations, c'est toute une cité. C'est toute une cité. Quel est ce Congolais qui peut faire ça? Si l'État n'intervient pas. Regardez les services nationaux. Alors, à quel niveau quel est ce Congolais qui peut faire ça? À quel niveau l'État intervient, professeur? En octroyant des terres, en octroyant des matériaux, en octroyant des engrais? En octroyant tous les avantages possibles aux nationaux. Tous les avantages possibles. S'il y avait, comme le profil Longo l'a dit, les banques agricoles. Mais les Congolais crédibles, on peut les financer. Ils peuvent importer les machines agricoles. Mais quand sans payer la douane. Ah oui, parce que quand ils importent, il y a la douane qui les frappe. La douane aussi, elle est... Mon cher ami. Donc tout est tarifaire. Tout est tarifaire. Professeur Alphonse, il y a des Congolais qui ont dit que nous voulons faire l'agriculture, mais on nous taxe des tracteurs au prix de voitures de luxe. C'est-à-dire que quelqu'un a son tracteur, quand il arrive ici, on dit ton tracteur pour le dédouaner, il faut 15 000 $, il faut 17 000 $. Mais alors qu'est-ce qu'il va faire lui avec son tracteur? Du coup, il abandonne. Vous savez, nous économistes, nous disons l'économie est tout. Hein? Nous disons l'économie est tout. Parce que l'économie a des interfaces et des interactions avec tous les autres secteurs de la vie.
Imaginez-vous seulement, quand vous devez aménager les routes de dessert agricole, vous avez besoin des cantonniers, des ouvriers. Quand vous devez faire l'agriculture, vous avez besoin des gens, des moniteurs, vous avez besoin d'agronomes. Et ces gens, ils doivent être formés. Donc, il y a des implications même de l'éducation nationale. Donc, pour développer, pour parler de la croissance de la RDC, je ne vois pas seulement un seul secteur, mais c'est l'ensemble de tout, puisque l'économie, c'est l'ensemble de la compénétration des différents domaines. Il faut d'abord garantir une éducation saine et bonne pour que les gens soient bien formés. Nous aurons des moniteurs agricoles très capables de faire quelque chose. Nous aurons des agronomes à la hauteur. Nous aurons des ingénieurs qui vont manipuler les tracteurs. Nous aurons des mécaniciens qui vont les entretenir. Vous voyez, c'est l'ensemble de tout. Et puis, on doit assainir le climat des affaires par la souplesse de la loi. La souplesse de la loi. Il faut alléger et accorder un peu certaines faveurs aux nationaux qui veulent investir dans ce domaine-là. C'est ce que l'État doit faire. Donc, il faut tabler sur l'éducation, il faut tabler sur l'agriculture et la santé. Quand vous allez faire l'agriculture, vous tombez malade, il n'y a pas d'infrastructure au niveau des infrastructures sanitaires. Vous irez où? C'est tout un problème. Donc aujourd'hui, on peut corriger notre insuffisance alimentaire par une production locale. Par une production locale. Écoutez, aujourd'hui qu'il y a guerre entre Russie et Ukraine, la crise, c'est tout le monde qui sent la crise. On va pas mener de la crise mondiale. Le blé pose problème. Il faudrait maintenant nous sommes obligés de consommer du pain fabriqué à base de farine de manioc. Aujourd'hui, vous avez vu l'expérience. C'est ce qui se fait maintenant ailleurs. Pourquoi? Deux petits pays, mais très puissants sur le plan économique, qui dirigeaient le monde. Oh, il n'y a pas du blé, il n'y a rien. C'est tout le monde qui sait que la crise est très aiguë. Mais si on avait anticipé, parce que nous parlons de théories des anticipations en économie en gestion, théories des anticipations rationnelles. Si on avait anticipé, je ne vous trompe pas, on aurait dû pendant cette période avoir autant de stocks, et puis on aurait même autant de champs. On peut faire la culture du blé sur place ici à Kinshasa. Plutôt pas Kinshasa en RDC. En RDC. On a dit vers Banzangungu. Vers Banzangungu, le climat est favorable. Pommes de terre, nous avons encore Banzangungu, nous avons l'Est. Mais pourquoi nous souffrons? Maintenant, les effets de la crise se font sentir de telle sorte que quand on arrive les 20 ans qu'on n'est pas payé, c'est toutes les familles de Congolais qui commencent à crever de faim. Excepté quelques politiciens qui ont un peu de moyens, et on ne sait pas, qui tiennent. Compléter les profs Ilunga. Allez-y. J'ai un ami professeur indien qui me dit toujours qu'un pays qui se respecte ne peut pas consommer ce qui est importé. Non, il faut consommer ça. Avec l'évolution de la science aujourd'hui, ce que nous mangeons ici comme la viande, qui vous dit que c'est la viande? Non. Qui vous dit que c'est la viande? Parce que là, on mange des cousses qu'on donne dans le on mange la couche, mais on ne sait pas les bras. C'était élevé où? Je vous ai dit de ne même pas manger ces histoires. Qui vous dit que c'est la viande? Avec l'évolution technologique actuellement, on peut élever une poule. J'ai vu ça. On peut élever une poule dans 2 semaines. Oui. Et même les blancs là, ne mangent pas ces histoires. Ils nous envoient chez nous. Dans les temps qu'on était jeunes, il n'y avait pas autant de crises cardiaques, des myomes, l'hypertension, tout ça, diabète. La santé est liée à l'alimentation. Oui. Pourquoi ne pas consommer local, tout ce qui est produit localement? Pourquoi on doit importer à manger? Ne mangez pas ces histoires. Si, je ne mange pas. Moi, je ne mange pas ça. Je préfère manger les poissons qui viennent de Kumba là-bas et tout ça. On vous dit et les chenilles. On vous dit cuisse, on ne sait pas. Cuisse de quoi? De quoi? Et puis, si c'est la cuisse. Cuisse de corbeau ou cuisse de quoi? Si c'est la cuisse, mais l'aile est où? On ne sait pas. Christian. Oui. J'ai été j'étais conseiller d'un industriel qui avait obtenu un crédit au niveau du FPI. C'est le feu gouverneur Sassadi Toumba. Avec les experts belges, on a pris, on dit canon, hein? Oui. De Boma jusqu'à Moine. Je vous dis que le fleuve va des poissons. Oui. Jusqu'au jour où je vous parle, il y a une usine de la transformation halieutique dans la concession de cette Congo, à Boma. Quand j'avais appris qu'on a été faire la pêche à Namibie. On est allé chez J'ai dit, ces pays, pourquoi on ne fait pas recours aux spécialistes?
Un bateau de pêche coûte combien? C'est rien. C'est rien, c'est environ, il y a à tous les prix. À tous les prix. À tous les prix, en tout cas, il y en a à 36 000. Les il y en a gouvernements à attendent 36 quoi? 000 $50 000, il y en a $50 000. 50 000, il y en a à tous les Nous prix. allons Le nous en passer gouvernement de ces attend chars. quoi? Évidemment, ça va créer, il faut qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait des chambres froides. Mais le gouvernement est capable de faire tout ça parce que l'État ne tombe jamais en faillite. Oui. Mais pourquoi on doit importer les choses que nous mangeons ici? Mais le chef de l'État avait dit qu'il fallait, il allait lui faire des millionnaires. Mais je vous ai dit les que- millionnaires, c'est dans le secteur agricole, on peut trouver beaucoup de millionnaires. Beaucoup, mais dans les pays industrialisés, Oui, qui ont beaucoup d'argent. Ce sont les fermiers. Ce sont les fermiers. Ce sont Mais les fermiers qui ont beaucoup de bon, moyens. je crois qu'à ce moment-là, vous avez certainement entendu parler des Kasuku, Ngeza ou Agoma, c'est des gens qui avaient 50 000 têtes de vaches. Des vaches. Mais aujourd'hui, bon, c'est compliqué. Combattus par les expatriés. Ben oui, et puis alors, l'ancienne administration a racheté ces choses-là. Je connais les gens qui ont racheté et puis après c'est compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi, à vous professeur, je dois vous le dire, si vous avez déjà été en province, dans les milieux reculés, il y a vos enfants qui n'ont jamais vu le chocolat. Ils n'ont jamais vu du lait. Même quand vous allez à Guémena, à Badolite, un peu plus au fond, le lait en poudre, c'est un luxe. Ils doivent attendre ça des Centrafrique, ils doivent attendre ça des Bangui qui arrivent. Comment on explique aux gens que vous avez 80 000, vous avez plusieurs terres arables chez vous, vous avez de la verdure, vous avez tout, mais vos enfants n'ont pas du lait. Ils ne peuvent pas prendre du lait parce que c'est un luxe. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est ça le paradoxe. C'est le paradoxe. Quand on vous dit que les Congolais, c'est un homme riche qui est assis sur une mine d'or, mais lui-même est pauvre. C'est ça la réalité au Congo. Moi, je viens de Bandundu tout de suite là. Je ne vous trompe pas. Les poissons frais. Nous avons les rivières à côté du campus de Trois-Rivières. Les poissons, on en a. Je suis dans le Congo central où je vais assurer les enseignements. Je vous assure que les poissons, on peut en avoir tel que vient de le dire prof Freddy. Mais c'est la volonté politique et le courage. Professeur, Il faut avoir la volonté politique et le courage pour casser la pierre et faire de la RDC un merveilleux. Professeur Le Moutakay. gouvernement doit investir dans les secteurs à impact visible. Visible. On n'a pas besoin de beaucoup de théories. Discours. politiques. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, si on installe et on achète les bateaux de pêche, on met à Mwanda, Les gens vont vivre, c'est tout. Et la population voit ça. Est-ce qu'on peut parler? Mais on a toujours des projets. On va faire. Qui a beaucoup d'objectifs, n'a pas. Qui a beaucoup d'objectifs, n'a pas d'objectifs. Ah ouais. Alors, on revient sur la question des faire des millionnaires. Mais avant de parler de faire des millionnaires, je voudrais savoir pourquoi ici on nous oblige à ne sortir que 10 000 $ le jour. Donc on vous dit 9 900, Ouais. 9. Vous ne pouvez mais pas dépasser, plus. pas plus de 10 000. Parce que je ne comprends pas la logique. Vous savez, Christian, on n'a pas une économie. La preuve qu'on n'a pas une économie, on n'a pas un marché boursier. Ouais. Parce que l'économie est caractérisée par deux finances. Finance directe et finance indirecte. Indirect. Finance directe, c'est-à-dire les demandeurs de capitaux et les offreurs de capitaux se retrouvent sur le marché et discutent. Ceux qui ont des capitaux proposent des capitaux à ceux qui en ont besoin. Ce qu'on appelle les marchés boursiers. On n'en a pas. On n'a que l'intermédiation qui est effectuée par les petites banques, les succursales, je n'appelle même pas banques, les succursales des banques étrangères qui sont ici. Alors, sans économie, on va faire les millionnaires comment? Quelle est cette entreprise qui a un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars au Congo? Vous savez qu'au Congo, il n'y a même pas d'entreprise. Il y avait une seule entreprise qui était la Gécamine. Quelle est cette entreprise? Même pas la Biba. Est-ce que Biba, Biba- tu est-ce vas que faillir Biba- de manger des J'ai combien été d'États? dernièrement donné cours à l'université de Mbujimaï. Je me suis installé, au moment mené on appelle ça polygone. Et j'ai pleuré, c'est une histoire presque abandonnée. Je dis bien abandonnée. Est-ce que l'État congolais manque 50 millions pour redémarrer les activités? Mais je ne sais pas ces pays, qu'est-ce que les gens veulent. Alors, professeur, Oui. toujours la même question. Comment on fait pour ne pas sortir le pays du gouffre avec tout le potentiel que nous avons? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce le bon sens? Est-ce le courage? Est-ce l'intelligence? Qu'est-ce qui nous manque exactement pour élever ce pays finalement? Je viens de vous dire qu'il faut avoir le courage, l'audace, le courage politique et la volonté. Puisqu'on peut disposer des moyens, si on n'a pas de volonté, on ne fera absolument rien. On ne fera absolument rien. On peut avoir
la volonté, mais si on n'a pas de moyens, on ne fera également rien non plus. C'est dire que actuellement, la RDC est à la recherche de l'oiseau rare, un homme audacieux. C'est comme disait César. En latin, il y a un principe qui dit, oui, je fais le latin avec les autres. César disait, ni l'immortalibus ardui est. Rien n'est impossible aux hommes. Mais César vous dit, par notre folie, nous arriverons au ciel. Donc rien ne peut tenir devant l'homme décidé, un homme déterminé. Il faut être téméraire et audacieux dans la vie pour oser. Il faut oser dans la vie. Imaginez-vous quand on arrive en 2023 et qu'il n'y a pas une action concrète du chef de l'État. On parle bien sûr de la gratuité, oui. Mais en dehors de la gratuité, il faut ajouter notre secteur. Il faut qu'il y ait une banque, soit création de 2 ou 3 banques congolaises. Vous relancez soit la pêche industrielle. Vous achetez 2-3 bateaux de pêche. Ça aura un impact visible directement. La population va se sentir prise en charge. Mais si vous ne le faites pas, il faut la volonté. Ça ne sert à rien de faire trop de discours ou trop de promesses, mais il faut passer par des actes concrets. Et il faut être mieux entouré. Vous savez, les médiocres ont toujours l'avantage de s'entourer des médiocres. Oui. Ils s'entourent toujours les gens de leur clan, de leur tribu. Ils évitent l'élite. C'est ça le grand malheur. Oui. Il ne faut jamais éviter l'élite. Il faut s'approcher de l'élite. Il faut s'approcher des références. En vous approchant des références, vous serez élevé en dignité et en honneur. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, professeur, la même question, je la poserai au professeur Moutataï, toutes les grandes alimentations sont détenues par des étrangers. Ils sont soit libanais, soit, bref, indiens et tout le reste. Tous les grands hôtels, le grand, entre les mains de ces gens-là. Et je crains même que l'immobilier soit aussi entre leurs mains, puisque c'est quand même assez grave cette histoire-là. Mais ce que vous venez de dire, oui. Je l'enseigne chaque fois à l'université. Oui. Notre économie est extravertie. Et puis de deux, ça c'est premièrement, l'économie extravertie. De deux, il n'y a pas de classe moyenne en RDC. Donc on est soit riche, soit pauvre. Voilà, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a que 2 classes. La classe moyenne qui pouvait être constituée soit des professeurs d'université, ils sont aussi clochardisés. Nous n'avons pas de classe moyenne. C'est la classe moyenne qui joue l'intermédiaire entre les prolétaires et les riches. Mais cette classe n'existe pas, il n'y a cassure. Donc, ou soit vous êtes prolétaire, vous êtes suffisamment pauvre, ou soit vous naviguez, vous allez de l'autre côté, vous devenez riche. Il n'y a que le pouvoir et... Il n'y a pas de classe moyenne. Et c'est ce qui fait que nous, tout ce que nous avons, les grands détenteurs de capitaux sont étrangers. Ils sont étrangers. Il n'y a pas de classe moyenne. La ville est les petits Congolais qui sont là sont exploités. Soit vous allez voir un expatrié qui vient, qui utilise les noms d'un Congolais. Ouais. Il vous dit que l'entreprise c'est pour le Congolais. En soi, les Congolais n'ont rien à décider là-dedans. C'est un figurant. Il ne joue que le rôle des figurants. Mais l'entreprise est détenue par... Mais parce que vous avez vécu avant nous, professeur, dites-nous, à l'époque, il y avait des Dokolo, il y avait, comme je l'ai dit, il y avait des Ngezao, il y avait partout, il y avait quand même des commerçants qu'on vous avait laissés. C'était des gens c'était eux qui étaient des détenteurs d'argent. Quand on parlait des riches Congolais, on voyait ces gens-là. Mais après, à un moment donné, quand on parle riche, on dit c'est un Hash, un Shungrik, un Trundu. Quand il y a détérioration du climat, que ce soit politique ou climat social ou la situation économique, la situation change. Puisque dans la socianalyse institutionnelle, permettez que je m'étale un peu là-dessus. Dans l'analyse institutionnelle, on dit, à chaque type de développement correspond le type d'institution. Les institutions que nous avons maintenant, imaginez-vous que nous sommes déjà 60 ans après l'indépendance, nous avons les institutions qui ne reflètent pas la réalité de maintenant. Ce sont les institutions, les lois de 1960, de 1980 qui nous régissent. Et puis, la population, ou c'est-à-dire le deuxième postulat de la socialisme institutionnelle, stipule que le peuple mérite ses dirigeants. Le peuple mérite ses dirigeants. C'est-à-dire, les niveaux réels des dirigeants, c'est les niveaux de la population. Oui, ailleurs, je n'aime pas, moi, je n'incite pas les gens à la révolte, mais je voudrais quand même qu'il y ait une prise de conscience. Vous voulez parler un peu de Sri Lanka? Non, je n'aimerais pas, on dise que le professeur est en train de faire l'apologie de la violence. Je ne m'inscris pas dans l'hypothèse de l'apologie de la violence. Moi, je suis un scientifique. Je dois conscientiser les gens à aimer leur patrie et à s'adonner avec aisance, à viser l'excellence, disons. Très bien. Alors, professeur Freddy, la même chose.
toutes les grandes alimentations, elles sont étrangères. Je veux dire, même en ville ici, regardez à partir de 17h, les Congolais se précipitent pour quitter la ville, la laisser entre les mains de ces expatriés, eux qui ont la possibilité. Et nous allons nous engouffrer à Bumbu, à Kimbanse qui est là-bas, parce que ça c'est nous. Mais la ville, nous la laissons aux autres, alors qu'en 1960, c'était presque la même chose. Oui. C'était les Blancs ici, nous les prolétaires, on était à Kalina, même pas Kalina d'ailleurs, on était un peu plus loin là-bas. On a reproduit la même chose aujourd'hui. Christian, c'est avec beaucoup de peine que je le dis. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas deux. Il faut les sauver. Il faut sauver notre pays. Vous savez, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, nous avons connu plusieurs régimes dont l'intérêt communautaire n'était pas leur objectif. Vous imaginez que depuis 20 ans, je ne vise pas un régime, je ne suis pas politicien. Depuis 20 ans, nous sommes là, sans courant, sans eau, où les riches, que vous appelez riches, moi je laisse vous dire qu'au Congo, il n'y a pas de riches. Oui, puisqu'ils sont libanais, ils sont les expatriés. Oui, les expatriés. Mais les Congolais, non, les Congolais ne sont pas riches. Non, pas du tout. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes riche. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'êtes plus riche. Ils vivent tout simplement sous le budget de l'État. Regardez aujourd'hui OVD. Regardez Office des routes. Mais depuis 20 ans, ce sont les entreprises qu'on devait fermer. À qui on a trouvé le marché? Aux expatriés. Oui. Et pourquoi vous vous étonnez aujourd'hui que tout soit aux expatriés? Mais c'est l'État qui favorise ça. Aujourd'hui, aller à l'office de route, les jeunes ingénieurs qui ont terminé à l'Institut national des bâtiments sont engagés, à l'OVD sont engagés. Mais il y a 20 ans, c'était des entreprises à fermer. Ah oui. C'est maintenant, d'ailleurs, moi, excusez-moi de le dire, c'est maintenant, moi je ne crois jamais à l'indépendance politique, je crois à l'indépendance économique. C'est maintenant que nous commençons, Fatih se débrouille pour devenir maintenant, pour avoir l'indépendance économique. Lorsque après, et moi je n'attends rien de lui, 5 ans, un pays torpillé, pillé pendant 60 ans. Nous les économistes, on attend les résultats d'une organisation après au-delà de 5 ans. Maintenant là, il se bat, on n'est pas dans un pays, on n'était pas dans un pays. Regardez la guerre qu'on nous impose à l'Est là. Tout appartient aux étrangers. Tout. Même les secrétaires ministres. Oui. M. Yuma a dit qu'ils ont commis l'erreur d'avoir tout vendu. Oui. C'est à la télévision. Et ça, c'est un pays. C'est maintenant qu'on se bat. Fachi se bat. Je ne suis pas politicien, moi. C'est maintenant qu'il se bat pour donner l'indépendance économique à ce pays. Il y a une raffinerie d'or qui vient d'être créée à Bukavu, qui énerve véritablement le Rwanda et l'Ouganda, qui ne vous supportent pas sur la question comment vous avez le courage d'avoir une raffinerie d'or alors que le gros, c'était le Rwanda qui le faisait. Il y a une usine d'assemblage des câbles, de fabrication des câbles électriques. On a inauguré dernièrement, oui, mais à Kingaba. Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses en ayant... Petit à petit. C'est pourquoi je vous parle de l'indépendance économique. Ah, donc l'indépendance économique vient de là aussi. Oui, voilà. Elle vient de la production. Vous ne produisez rien, vous êtes esclave de ceux qui produisent. Regardez, tout ce qu'on importe, les paramètres des prix, la RDC ne les maîtrise pas. Ah ouais. Même nos matières premières, les prix sont fixés par la communauté internationale. Mais les jours où nous atteindrons à produire pour nous-mêmes, et nous allons fixer les prix nous-mêmes, c'est ça l'indépendance économique. Est-ce qu'en ayant les câbles électriques, par exemple, l'on peut déjà penser à la distribution de l'électricité, puisque même si on réhabilite Inga, ben vous n'avez pas la distribution. Maintenant que vous avez les câbles, est-ce qu'on peut penser déjà à cela? Il faut s'il vous plaît, professeur, on peut penser à cela, que les ministres chargés, ce n'est pas de l'énergie ou quoi, imposent à la SNEL de ne plus importer les câbles. Les câbles. Oui. Ah ouais. Par exemple, les câbles fabriqués localement. Évidemment, on doit réduire les prix en tenant compte du coût de revient, évidemment. Que la SNEL n'importe plus les câbles. Oui, parce qu'après c'est des coopérations. Voilà. Tu achètes tes câbles en Turquie, tu sais que tu as un pourcentage de 2%, alors 5%, alors qu'il y a une usine ici. Non seulement ici. Moi, j'étais à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y avait Jekamine Laminoire, câblerie. On ne fabriquait que des câbles électriques et de meilleure qualité.
VOB, VJVB, 4x4, 4x10, tous ces câbles-là étaient fabriqués là-bas. Mais et je me pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir les luxes d'importer et pourtant nous avons l'outil de production et de fabrication sur place. Et on détruit les pays comme ça. On détruit l'économie d'une nation. J'ai vécu à Matadi pendant plusieurs années quand j'étais le DG de l'ISIPA Matadi. Mais la ville de Matadi est construite à cause de l'ONATRA. Oui. Mais maintenant, vous tuez l'ONATRA. Vous construisez un port privé à côté. Est-ce que la ville va exister? Est-ce que l'économie va tourner? Non. Bah, ils disent qu'ils l'ont fait au nom du libéralisme. Non. Il faut libéraliser l'économie. Il faut pas laisser... Je n'entre pas dans ces histoires-là, mais c'est honteux. C'est honteux. Il y a des secteurs qui doivent être réservés uniquement à l'État. À l'État. À l'État. Aujourd'hui, Matadi est par terre. Pourquoi? Parce que les ports n'existent plus. Allez à Matadi, vous allez pleurer. Et les ports privés, là, ils engagent quel personnel? Quel personnel? Est-ce que l'intérêt communautaire tue ce pays? On n'en prend pas en compte. Est-ce que vous pensez que le chemin de fer peut aider aussi la création de richesses? Oui, évidemment. Avec le chemin de fer, vous savez qu'il y avait les cuivres qui quittaient de Lubumbashi, Katanga vers Ilebo et on a mené ça en Europe grâce au chemin de fer. Le chemin de fer pouvait quitter. D'ailleurs, c'est ce que les chemins de fer peuvent nous faciliter en beaucoup. Prenons seulement le cas de Kinshasa ici. Nous nous plaignons seulement pour les transports le matin. Ouais. Mais si on prend seulement, on réhabilite seulement la voie ici. Nous sommes ici, centre-ville jusqu'à Maloko. Mais vous avez construit sur le rail, professeur. L'État doit prendre le courage de démolir tout. Ce sont des constructions anarchiques. L'intérêt communautaire prime. Ce sont des constructions anarchiques. On ne peut pas construire des constructions anarchiques. Quelqu'un qui se réveille le matin, qui vient trouve une petite ruelle qui était restée, non, il met sa petite parcelle, il dit non, je suis propriétaire. Donc vous allez casser Schengen. La maison Schengen. Oui. Messieurs. Vous cassez. Mais c'est l'intérêt communautaire. Qui représente la maison Schengen. Vous savez, je vous ai dit l'autre fois que si ce pays marchait, beaucoup de gens seraient en prison. Comment on peut vendre... Qui a signé d'abord? Qui a signé les documents? Moi, ça me terrifie quand même. Qui a signé d'abord les titres de propriété? Les certificats de cette parcelle? Vous savez que l'école belge... Non, c'est l'école belge ou l'école française? Oui, Schengen, là. Oui, c'est ici à côté. Oui, mais il y a le rail est là. On a construit sur le rail. Il faut casser. On a construit, il faut casser. Il faut casser. Il faut des mesures fortes, Christian, pour que notre pays se redresse. Est-ce qu'il ne faut pas finalement envisager une autre cartographie ferroviaire? Non. Il faut casser. Les gens... Non, permettez. Les gens sont têtus. Ces chemins de fer-là existent depuis combien d'années? Ah, c'est vrai, hein? Ça existe combien d'années? Toi, tu viens, tu trouves qu'il y a un chemin de fer qui est tu construis. Non. C'est comme avant-hier, j'étais en train de suivre une émission. Il y a quelqu'un qui se plaignait que non, au niveau de la régie des eaux. Un particulier qui va aller signer à la régie des eaux, non, il a fait passer une tuyauterie d'eau ici. Mais on pose la question si elle existe avant même l'indépendance, depuis 1952. Mais depuis quand toi tu es propriétaire terrien, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Pour l'intérêt général, l'État doit casser et s'il y a vos indemnisations, on doit vous indemniser, mais on doit laisser les passages pour l'intérêt général. Même lorsque les camps militaires sont construits sur un rail, mon cher ami, pour l'intérêt général, on doit casser et privilégier la population. Est-ce que le train peut aider notre ville de Kinshasa, par exemple? Mais oui, ça peut être le meilleur moyen de transport. Il suffit seulement qu'on aménage le long du fleuve, là, on aménage avec les chemins de fer. D'abord, quitter Kinshasa jusqu'au centre-ville. Quand vous avez un petit train, ça va faire combien de minutes? Moins de temps. Hein. Dans moins de temps. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage d'abord. Ça prend beaucoup. Beaucoup de personnes. Toutes les 5 minutes. Oui. Allez en Inde ou en Chine. Il y a que les gens se déplacent par ça. Métro. 5 niveaux sous le sol. 5 niveaux sous le sol. En Chine, oui. 5 minutes, ça passe à tout moment. Mais si on met le train ici, toutes les 2 minutes, il y a un train qui quitte vers Maloko. Même seulement 30, toutes les 30 minutes, commençons par 30 minutes. C'est pourquoi leurs bus sont généralement vides à l'étranger. Tout le monde prend le métro. Le métro, c'est tout. Et est-ce qu'en le faisant, on n'aura plus besoin de décenser, on ne parlera plus de motos ici? Ils vont disparaître. D'eux-mêmes. C'est la loi de l'offre de la demande qui régit les marchés. S'ils ne vont pas disparaître, ils vont réduire les prix. L'économie est gérée par la loi de l'offre et de la demande. Il y avait un train ici qui allait à... Jusqu'à Kimpese. Un train qui allait jusqu'à Kimpese. Mais pourquoi on ne peut pas réhabiliter ça au lieu de nous raconter beaucoup de choses? Pourquoi on ne peut pas réhabiliter ça?
Ah, trop d'objectifs. Comme vous en avez beaucoup, c'est compliqué. Alors, merci beaucoup, cher professeur. Moi, ça a toujours été un grand plaisir parce qu'après, j'apprends quand je discute avec vous. Ça nous aide à continuer à maintenir ce que nous faisons. Alors, un mot de la fin pour nous, pour notre propre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil donnez-vous aux autorités de la République? Aux autorités de la République. Qui ne vous écoute presque pas d'ailleurs. Qui nous écoutent pas, ils n'ont pas le temps de suivre. Les scientifiques vont dire non, c'est parce qu'ils ont faim qu'ils parlent. C'est comme ça qu'on nous considère. Alors que c'est nous qui avons enseigné tout le monde. Il faut d'abord aimer les pays. Il faut apprendre à se sacrifier. Il faut faire la répartition équitable de la richesse nationale. On ne peut pas être dans un pays où il y en a qui touchent. Est-ce que vous connaissez les salaires d'un PDG de la SNL, de toutes les entreprises? Non, pas du tout, on ne connaît pas. Mais demandez à Linguette. Demandez à Linguette qui nous dit ça. On ne connaît pas le salaire d'un président, on ne connaît pas le salaire d'un premier ministre. Demandez à Linguette. On ne connaît pas. Et tous les bénéfices que ces entreprises réalisent, qu'est-ce qu'on fait? La répartition équitable de la richesse nationale. Il faut avoir l'amour du pays, avoir l'amour de son peuple. Professeur Alphonse. Le conseil que je peux dire à nos dirigeants, je vais me référer à un auteur, Sonny Laboutansi. Sonny Laboutansi dit « S'accepter est le sommet de la lâcheté humaine. Heureux ceux qui se refusent. » Nos dirigeants doivent apprendre à se refuser, à ne pas s'accepter, mais se sacrifier pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci professeur Alphonse. Merci, professeur Freddy. Vous êtes tous professeurs des universités. Vous enseignez les sciences, les gestions. Et vous êtes tous des spécialistes, soit en comptabilité pour le professeur Freddy, comptabilité et audit, et pour le professeur Alphonse, spécialiste en gestion financière. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir. Je vous retrouve demain pour le dernier numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.